Bonjour, vous écoutez ou vous regardez votre podcast BD préféré. Alors aujourd'hui, on est toujours dans la librairie Bulle au Mans, cette très très belle librairie, et avec deux nouveaux invités, deux auteurs de bande dessinée. Stéphane Ouary, bonjour, on va parler un petit peu de cinéma ensemble, et plus particulièrement de... Lino Ventura. Formidable. Et Boris Bezelin, un autre genre complètement. Ah oui, rien à voir, oui. Et là, ça va être la famille des Sanson. Oui, la famille Sanson, une famille de bourreaux. Oh là 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 là, tu te rends compte, Laurent? Mais t'es toujours là. Ça fait peur. Oui, je suis là. Je sais pas, j'avais l'air endormi, non? Je sais pas. Alors bien sûr, BD Zoom. Hein. Oui, bien sûr, voilà. toujours. Ouais. Canal BD, la librairie Bulle fait partie de Canal BD. Du réseau, oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis vous pouvez nous retrouver sur toutes les box, ça vous êtes au courant. Vous abonner au podcast et trouver surtout toutes les informations sur le site trait-pour-trait-bd.fr. Absolument. Et puisqu'on parle de Canal BD, tiens, j'en profite. Tiens, on va montrer le nouveau Canal BD magazine qui vient tout juste de sortir. Il est tout chaud. Avec une superbe pub pour l'émission Trait pour Trait. Pour l'émission Trait pour Trait, absolument. Oui. Alors, écoutez, messieurs, bonjour. Bonjour. Stéphane, on vous avait, avec Maggie Garrison, connu sur un triptyque qui avait été élaboré par Lewis Trondheim et donc qui était un triptyque, on va dire un polar, noir, qui est situé dans l'Angleterre. Et puis là, on vous retrouve sur un biopic. Alors, on est plutôt étonné de ce choix. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Puis je présenterai la collection après. Alors comment j'en suis arrivé là? Je suis moi-même étonné en fait. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Parce que je m'imaginais pas sur ce terrain-là du biopic et encore moins de traiter de Lino Ventura. Mais tout simplement Arnaud Le Goueflec un jour a décroché son téléphone et m'a proposé ce projet. Et Arnaud, ça fait longtemps qu'on se côtoie, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, j'avais envie de travailler avec lui. Et je l'ai écouté, je l'ai laissé me convaincre. Donc c'est une nouvelle collection chez Glénat qui s'appelle 9,5, le 9e art pour la bande dessinée, 9,5, enfin le cinéma et tout ça. Et c'est une collection, si j'ai bien compris, moi, qui avait été élaborée par Noël Simsolo, qui signe d'ailleurs le scénario d'un Sergio Leone, qui est un biopic relativement classique, alors que le Lino Ventura l'est moins, parce qu'on est par tranche de vie, c'est plutôt des petites anecdotes de la vie de Lino Ventura qui regroupées donnent de l'épaisseur à un personnage. Et alors la première question que je vais vous poser, c'est que c'est sous-titré « Et l'œil de verre ». Et pourquoi l'œil de verre ? Ah, l'œil de verre. Alors c'est ainsi que Lino appelait la caméra en fait, l'œil de verre. Et c'est en fait le propos de cet album, c'est le rapport de Lino Ventura avec la caméra et cette façon qu'il avait si particulière de jouer ou de non jouer. Ça va être un petit peu toute la réflexion qu'on mène dans cet album, c'est comment ce type entretenait un rapport si particulier avec la caméra et comment finalement il s'est jamais considéré comme un acteur et pourtant il a tourné énormément de films et avec les plus grands. Alors c'est ça commence par une anecdote que vous allez nous narrer, la fameuse anecdote du million. C'est assez exceptionnel ça. Ouais. On essaiera d'ailleurs de faire pareil un jour. Oui, alors... racontez là. C'est notre producteur qui est là, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'on en parle. Ouais. En fait, c'est tout à fait révélateur du rapport de Lino Ventura avec le cinéma, c'est-à-dire qu'on lui propose un rôle dans Touchez pas au Grisby, et il comprend pas très bien pourquoi on va le chercher. À ce moment-là, lui, c'était un catcheur. Alors, il avait fini sa carrière de catcheur. Il s'était blessé et désormais il se consacrait à l'entraînement de catcheur. Et on va le chercher pour ce rôle et ça ne l'intéresse pas. Donc il se dit autant demander 1 million, de toute façon ils vont refuser. Et évidemment, ça va être accepté. Alors ce qui est drôle, c'est que sa femme lui dit « Mais t'as fait le coup du million !» Bah oui. Voilà. Et c'est un film dans lequel jouait Jean Gabin. Et évidemment, ça vient dans les oreilles de Jean Gabin qui a... extrêmement intrigué par ce personnage qui a cette prétention-là de demander une somme exubérante.
et on lui cède en plus. Donc Oui. il y a aussi ça qui s'installe d'emblée dans l'album, c'est la relation avec Jean Gabin qui a été... Et dès le début, on voit aussi le caractère entier de Lino Ventura, parce que justement, il joue avec Jean Gabin, il dit, moi je vais voir Jean Gabin. Ouais. On lui dit, monsieur Gabin ne reçoit pas, et en gros, il va pousser la porte et il va dire bonjour à Jean Gabin. Ouais, voilà. C'est comme ça. Hein, Ils Donc se disent pas plus que ça d'ailleurs, ils se disent bonjour. Et ce caractère entier, voilà, et on le suit tout au long de l'album. Hein. Alors le récit est ponctué d'ailleurs par des petits flashbacks là, de Lino et Bruno, Oui. dans un autre traitement graphique. Oui. Alors en fait ça c'était c'est une des idées qu'a eu Arnaud et qui m'a séduite parce que franchement moi j'appréhendais beaucoup cette idée d'un biopic. Je voyais pas trop l'intérêt de se lancer dans ce type de récit. Et Arnaud me disait il y a un truc qui est marrant avec Lino Ventura, c'est qu'il détestait la bande dessinée. Et il dit on va le montrer, ça va être la première page, on le montre comme ça frontalement en disant ouais moi la bande dessinée c'est pas mon truc. Et il dit ce qu'on va faire c'est qu'on va en faire un personnage de bande dessinée, authentiquement un personnage de bande dessinée, c'est-à-dire que même son enfance, et là pour ce qui est de l'enfance Arnaud l'a totalement imaginé parce qu'on sait rien de son enfance, on sait rien. On va dire, on va imaginer que l'enfance de Lino Ventura a fait l'objet d'un petit illustré à l'époque façon Kik et Fluke, qui était réel. Et on joue la carte, vraiment le jeu du facsimilé, on reproduit cette bande dessinée comme si elle avait existé, et on pousse le vice jusqu'à ce que Lino Ventura, à un moment qui attend dans une gare, un train, etc., lise ses propres aventures de lui enfant, et voilà, avec cette ironie qu'il n'était pas fan de bande dessinée. De bande dessinée. Alors ça peut être l'occasion de parler justement d'une autre édition de l'album. Absolument, mais justement j'y pensais, c'est que ça pouvait être en petit fascicule. On a l'impression que vous prenez beaucoup de plaisir à réaliser ces aventures de Lino Ventura jeune. Oui, non, mais ça c'était un vrai bonheur pour moi. J'ai toujours travaillé, que ce soit en illustration, en bande dessinée, avec les jeux de trame, les décalages. Enfin, pour moi, la bande dessinée, c'est aussi le souvenir que j'en ai. C'est des impressions un peu pourries, des couleurs qui dérapent, enfin qui bavent. Et j'avais vraiment très envie de reproduire ça. Et puis en plus, j'avais en tête, enfin moi je suis un grand fan de Yves Chaland par exemple, donc je pensais au jeune Albert, choses comme ça. Je me disais c'est l'occasion de s'amuser avec, voilà, de m'inscrire aussi dans cet héritage-là. Et donc vous avez dessiné une aventure en 8 planches, je crois, inédite. Voilà. Et que l'on trouve dans une édition bien particulière. Puisqu'il s'agit de l'édition de la librairie Bulle, qu'on peut trouver ici au Mans et sur le site de la librairie, évidemment, pour les gens qui ne pourraient pas se déplacer. Et donc, il y a quoi ? C'est ça, c'est 8 pages. Hein, oui, c'est 8 pages supplémentaires, puisque dans l'édition courante, il doit y avoir l'équivalent, là aussi, de 8 planches des aventures de Lino et Bruno. Et quand Samuel me dit, voilà, on va faire une édition collector avec des pages supplémentaires, avec Arnaud, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça pourrait être, ces pages supplémentaires ? C'est évident. En fait, on va continuer, on va poursuivre ces histoires de Lino et Bruno, on va en faire vraiment un petit comics comme c'était à l'origine. Le truc, c'est que cette histoire de 8 pages, elle apporte, à mon avis, une épaisseur au récit supplémentaire. Elle creuse un aspect de la personnalité de Lino qui était très importante, qui est son rapport à son père. Ce père qui l'a abandonné, on n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait qu'à l'enfance, voilà, Lino perd son père. Et c'est ce qu'on travaille un peu avec ces planches supplémentaires. On a susurré à mon oreille tout à l'heure que ces 8 pages pourraient devenir l'objet d'un petit fascicule à part, justement. C'est ça. Ouais, non, c'est plein de choses. Moi, j'ose pas trop. Je sais pas ce qui relève encore du secret. Tout ce qu'on nous dit n'est plus confidentiel. Alors, il y a un ex-libris avec qui reprend des affiches d'époque. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est tiré à combien ? 500 exemplaires, c'est ça ? 500, oui. Oui. Eh ben, avis aux amateurs, aux bons amateurs. Hein. Voilà, donc Lino Ventura ne voulait pas faire de cinéma, et je pense que Sanson ne voulait pas faire de bourreau. Tout à fait, oui. Alors oui, si on en vient... Le premier des Sanson, parce que Sanson, on le connaît, parce que Charles Sanson, un des Charles Sanson, c'est le bourreau de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de la Révolution. Oui. Mais c'est aussi une famille de bourreaux qui a commencé avant, et le premier bourreau Sanson, c'est un peu une histoire de demoiselle, on va dire. Hein, oui, c'est-à-dire que le jeune Sanson, qui à l'origine était un troufion, un soldat de l'armée du roi, fréquente une jeune fille qui se trouvait être la fille d'un bourreau. Mais ça, il ne le sait pas. Et donc, quand son futur beau-père, découvre cette relation, il le force à se marier avec sa fille.
Et donc, comme il n'a pas d'héritier mâle, du coup, son beau-fils, par voie de filiation, devient bourreau. Et c'est comme ça qu'il ouvre la lignée de la famille de Samson. Qui durera longtemps. Hein, qui durera pendant 6 générations, voilà. Sur 150 ans. Ouais, 150 ans. Voilà. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du dernier de la lignée. Oui. Alors l'album mêle à la fois une vraie réalité historique. Oui, tout à fait, ouais. Et puis il y a un personnage qui va apparaître. Ouais, alors le fond de l'album, c'est vraiment une chronique familiale, c'est l'histoire de la famille adaptée d'un récit qui a été écrit par le dernier des Samson. Enfin, il l'a fait écrire par un écrivain public, il a fait écrire les mémoires de la famille. Donc c'est ce qui sert de base au récit. Donc ça, c'est le côté historique, chronique familiale. Et puis là-dessus vient se greffer une dimension fantastique parce que... les Samson sont confrontés à un personnage assez mystérieux qu'ils appellent l'amateur de souffrance, puisqu'ils ne connaissent pas son vrai nom, ils l'ont baptisé ainsi. Qui est un personnage que l'on retrouve au fil du temps et qui est très inquiétant. Alors, c'est violent, hein, honnêtement, il faut dire la vérité, c'est violent. Oui, alors... Enfin, le métier de bourreau... c'est violent. Justement, c'était la question, d'abord, qu'est-ce qui vous a fait accepter quand on vous a dit, tiens, ce serait sympa qu'on fasse l'histoire des bourreaux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rigolo à faire. Et puis deux, comment est-ce qu'on arrive à traiter pour le grand public des choses aussi violentes, justement, aussi sanguinolentes. Alors, la violence... elle est inhérente au thème. On parle du quotidien d'une famille de bourreaux et elle est inhérente de toute façon à l'ancien régime. Hein, il faut bien savoir que l'ancien régime par rapport à notre époque, c'est quand même une époque en soi déjà extrêmement violente. Après, le traitement de la violence dans cet album-là, il n'est pas montré de manière, je pense, ostentatoire et de manière à en faire un spectacle, mais c'est aussi le sujet de l'album, c'est-à-dire que les exécutions étaient perçues comme un spectacle et volontairement le roi en fait incitait les gens à venir s'éduquer entre guillemets aux exécutions, quoi. Donc il fallait trouver effectivement le bon rapport entre ne pas en mettre trop et faire un truc complètement gore qui serait hors sujet, mais en même temps la violence elle est là, c'est le sujet aussi de l'album, donc il fallait quand même la traiter et la montrer. Oui, bien sûr, en jouant beaucoup sur l'expressivité des personnages. Je vois là les quelques pages que tu tournes avec ces grands yeux, enfin avec cette forme justement pour emmener le lecteur à comprendre. Ouais. Mais d'ailleurs l'idée du scénariste de Patrick Mallet, c'est d'en faire les héros en fait. Les Samson, c'est d'en faire pour une fois les héros d'une histoire, et ils sont eux-mêmes horrifiés par ce qu'ils doivent faire. Hein. Ils doivent le faire parce que c'est leur charge, oui, bien sûr. Mais ils sont aussi en même temps complètement horrifiés de ce qu'ils doivent faire subir à leurs contemporains. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes, je vais pas dire censuré, mais limité, ou alors que Patrick Mallet justement a écrit des choses où vous lui avez dit non, là je peux pas le dessiner, c'est pas possible? Non. Le scénario était quand même tourné de manière à ce que justement on ne soit pas dans quelque chose de volontairement provoquant ou après une décapitation, c'est une décapitation si on la montre pas. Quand on la montre de manière frontale, c'est qu'on veut dire quelque chose, c'est que l'image doit dire quelque chose. Sinon, on fait du hors-champ. Ou alors, comme tu le disais, on montre les personnages qui sont horrifiés, on imagine que... Voilà. Mais quand c'est montré, c'est jamais gratuit. Enfin, je pense. Mais oui, voilà. Alors, pour en revenir à la question, qu'est-ce qui m'a fait accepter le projet, c'est l'éditeur, en fait, qu'on connaissait tous les deux, pour qui on avait travaillé, mais de manière séparée. Moi, je connaissais pas Patrick, le scénariste. Donc, qui est Vent d'Ouest, pour le... Alors, qui est l'éditeur Vent d'Ouest, mais donc avait le scénario de Patrick et ne souhaitait pas que ce soit lui qui le dessine, parce que Patrick est aussi dessinateur. Oui. D'habitude, il dessine ses histoires, et là, en fait, il voulait un autre traitement graphique. Et du coup, il m'a proposé le projet à moi, il m'a envoyé le scénario.
Et je dois dire que la réserve que j'ai eue au départ ne venait pas de cet aspect violent et du thème en lui-même, mais venait simplement du fait que c'était une histoire historique et que j'avais jamais abordé un récit historique. Donc en fait, j'avais un petit peu... Vous avez fait du policier avant. Du hein. polar, Ouais, du contemporain surtout, Ouais. du polar. Ah, il y avait La Nuit des Chabotés qui avait été adapté Du roman de Fajardi. Et j'avais adapté un autre roman avec Jean-Hugues Oppel, un roman de Pierre Signac qui s'appelait Carton-Blême, qui était là un roman un petit peu plus futuriste en fait, mais qui restait un polar. Mais l'historique me faisait peur. Parce que comment traiter ça, comment gérer cette avalanche de documentation qu'il va falloir que j'absorbe, comment retranscrire ça. Enfin, au début, j'ai eu des réserves à cause de ça. Puis une fois que j'ai passé ça, le scénario m'intéressait quand même vraiment, notamment à cause de l'aspect fantastique. Je me suis dit, je me lance et puis je verrai bien, je gérerai ça au moins. Alors comment vous le qualifiez justement cet aspect, enfin cet homme-là qu'on voit qui s'appelle l'amateur de souffrance. L'amateur de souffrance. Voilà, c'est qui l'amateur de souffrance? Ah, c'est qui alors on sait pas trop qui c'est. Il faut pas trop que je le dévoile quand même parce que. Mais dans ce premier volume, qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait que c'est quelqu'un qui vient assister à toutes les exécutions et que il n'a pas le même aspect physique à chaque fois. Parfois il est vieux, parfois il est plus jeune. Donc ça intrigue énormément les Sansons, notamment. Personne ne fait attention à lui, il n'y a que les Sansons qui sont intrigués par ça. Et parce que en plus, on s'aperçoit qu'il se sert des bourreaux pour faire un commerce un peu obscur, je ne vais pas en dévoiler plus que ça. Mais du coup, c'est un personnage très, très ambigu, très inquiétant et surtout très malsain. Et du coup, les Sansons vont rentrer en lutte contre lui. Et on s'aperçoit qu'il est très protégé. Ah oui, il est extrêmement puissant. Oui. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des familles de bourreaux par ville, en fin de compte. Alors oui, à cette époque-là, donc les Sansons deviennent bien vite bourreaux dans la capitale, donc bourreaux du roi de France. Mais effectivement, des bourreaux, il y en avait dans toutes les régions. Et en fait, l'amateur de souffrance, lui, se promène de région en région pour essayer d'assister. Il choisit ses exécutions. Voilà, il choisit ses exécutions en fonction de choses bien particulières. Donc voilà. Alors de la violence, il y en a un petit peu moins dans l'Inno Ventura, mais ça castagne quand même beaucoup. Et alors moi j'ai quelque chose que je savais pas, je savais qu'il avait fait du catch, mais il a été champion d'Europe, c'est ça? Ouais. Et puis après il a arrêté sa carrière parce qu'il s'est fait fracturer. C'est rare au catch des blessures comme ça, non? Non, je crois que c'est... Ouais. Non, il faut pas croire que c'est que du chiquet. C'est vrai qu'on a cette vision du catch. Et puis en fait, lui, l'Inno Ventura a contribué à la naissance du catch, c'est-à-dire qu'au départ il était lutteur, c'était de la lutte, c'était de la lutte, exactement. Donc, et puis est arrivé effectivement le catch avec cette dimension beaucoup plus spectaculaire et en même temps totalement grotesque, tout ça. Mais voilà, non, c'était quand même un sport et un sport plutôt risqué. Il avait un peu la carrure aussi. Oui, et alors sur un tournage, il rencontre le catcheur qui lui avait fracturé la jambe. Henry Cogan, ouais. C'est ça? Oui. Et alors qu'est-ce qui se passe? Il se venge. Ouais. Non, Oui, qui reprend l'ex-libris oui, avec c'est ça, l'affiche. ouais. Voilà. Mais en fait, ils étaient amis. Enfin, voilà, le fameux Henry était le premier navré de cette blessure. Hein. Alors, est-ce que Il y avait quand pas on fait un d'animosité entre travail eux. comme ça sur un personnage comme l'Inno Ventura, on re-regarde tous ses films? Non. Non, j'en ai vu quelques-uns, revu quelques-uns aussi. Parce qu'en fait, je connaissais pas si bien que ça la filmographie de Lino Ventura, et pour être tout à fait honnête, c'était pas non plus mon acteur préféré de tous les temps. Enfin, c'était plutôt pour moi associé à mon père. C'était vraiment. Mais j'en ai revu quelques-uns, et surtout un qui a été déterminant, c'est Un papillon sur l'épaule, Oui. dont Arnaud m'a parlé immédiatement, puisque ça joue un rôle central dans l'album. Et là, j'ai été scotché par ce film. C'est vraiment totalement un ovni dans la filmographie de Lino et aussi dans le cinéma français. On est sur un film étrange, kafkaïen. On est presque plus du côté de Lynch que voilà. Et scénarisé par Jean-Claude Carrière.
Et pour moi, c'est ce film-là qui m'a convaincu de faire ce livre. Jean-Claude Carrière, excusez-moi, qui a fait signé la préface tout à fait. de l'album. Oui, il nous a fait cet honneur. Et je pense que Arnaud a rencontré Jean-Claude Carrière. Ça a été là aussi très important pour lui dans la construction de son scénario. Et c'est ce qui apporte, à mon avis, la dimension un petit peu étonnante de ce récit. C'est qu'on perçoit tout à coup que derrière l'image qu'on pouvait connaître de Lino Ventura, il y a une complexité. Oui. En fait, c'est parce qu'il était un peu taiseux, quoi. Oui, ça. On s'aperçoit, on découvre énormément de choses. D'abord, on découvre qu'il a dit non à plein de énormément de films. projets. Il aurait jamais accepté un rôle de bourreau. Sans doute. Ça, c'est net. C'est vrai qu'il choisissait ses rôles en fonction du personnage. Et la sympathie, même s'il n'a pas toujours un rôle sympathique, mais d'avoir des personnages qui sont quand même droits. Oui, c'est Pour ça. une certaine droiture. On apprend qu'il a refusé la chèvre, par exemple. Oui, donc c'était pour le côté rigolo. Oui, parce que les mimiques de Pierre Richard, il n'aurait jamais pu. Non, mais il avait fait l'emmerdeur avant, donc il aurait. Mais oui, c'est pour ça. Il a continué, eu des films comiques Non, comme il a fait L'aventure, c'est quelques- l'aventure, l'emmerdeur. Voilà, mais quand on regarde sa filmographie, on s'aperçoit qu'il s'est pas trop trompé quand même. Disons que ce sont effectivement des films dont on se souvient encore aujourd'hui, c'est certain. Après, je ne sais pas si on peut dire il s'est trompé, il s'est pas trompé, j'en sais rien. En tout cas, c'est très cohérent. Il y a une cohérence qui est tout à fait étonnante et qui montre... ce qu'il dit, en fait, c'est que les rôles qu'il a incarnés, il aurait pu les croiser dans la rue, leur saluer la main, les saluer, leur serrer la main. Que c'était effectivement important. C'est ça, le truc de l'œil de verre, c'est que il y a ce père qui est absent, il est dans la recherche d'une forme d'approbation, pour lui, il était inconcevable que si son père ou même sa femme, ses proches, le voient dans un rôle inconvenant, c'était pas envisageable. C'est aussi pour ça qu'il refuse les scènes de baiser avec d'autres amoureux, femmes. bien sûr, ouais. Il avait énormément de valeurs et il impliquait jusque dans sa vie privée. Ses amis vous montraient à un moment, en plus c'est très bien fait graphiquement, parce que les amis vont en fonction du degré d'amitié, ils rentrent plus ou moins loin dans la maison. On a Brel, on a Brassens, mais on n'a pas les autres. Non, c'est ça. Et ou même à un moment, il dit, il y a donc ce vieux copain d'enfance qui est Bruno, la mère de Bruno le voit dans Touchez pas au Grisby, où là il incarne un rôle de brigand, enfin de gangster, et elle est complètement, elle dit mais voilà, il a mal tourné, etc. Il y a ce rapport aussi. À la réalité, il y a plus de frontières entre la réalité et la fiction. On est un brigand, on incarne un brigand au cinéma. C'est peut-être. Alors c'est vrai qu'il faut remettre dans l'époque où effectivement dès qu'un écran arrivait, les gens étaient impressionnés par ce rapport. Absolument. Alors c'est vrai que c'est facile sur un personnage comme Lino Ventura d'aller chercher de la documentation en regardant les films, etc. Sur les bourreaux, comment on fait ? Il y a beaucoup de documentation ? Alors sur les bourreaux, pas tellement, effectivement. Sur notamment leur aspect vestimentaire et tout, parce que comme c'était des parias, ces personnes extrêmement ostracisées dans la société, non, il n'y a pas grand chose en iconographie là-dessus. Bon, par contre sur l'époque, l'ancien régime, les costumes, il y a pléthore, mais sur le bourreau, non, on reste sur la figure du gros malabar. Dans les marchés, puis de se servir de tout ce qu'ils voulaient. Comment ? Les bourreaux sur les marchés, ils avaient le droit d'être servis. Oui, alors ça s'appelait effectivement le droit de havage. Voilà. Ils avaient le droit de se servir dans les étals à volonté. Et c'est pour ça en plus qu'ils étaient très mal vus de la population, en plus de leur charge de bourreau. Et du coup, non, mais sur la doc, sur les bourreaux, non, il y a pas grand-chose, quoi. Alors sur la famille, un petit peu, surtout effectivement sur le bourreau de la Révolution et de la Terreur. Mais sur le reste de la famille, pas tellement, quoi. Bon, hormis le document familial, mais là, qui est un peu sujet à caution quand même, on peut imaginer qu'ils ont vraiment le beau rôle dans ce récit. Mais non, c'était assez compliqué de trouver des choses là-dessus. Et donc c'est prévu en 3 volumes. Oui, alors voilà, 3 volumes de 100 pages. Donc c'est une sorte de trilogie. D'accord. Et dans chaque volume, il y a deux chansons en fait.
D'accord. Oui, c'est ça. Voilà, Il y a deux un premier chapitres. et un deuxième chapitre Voilà. sur le fils. Voilà, et donc on arrive à la Bon, fin. bah, on avec, attend, alors, la suite, c'est 6 quand, alors générations. Donc la suite est prévue quand, Boris? Alors la suite, le tome 2 sort le mois prochain, le 22 mai. D'accord. Ah bah, on va Ah oui, regarder donc ça le avec tome le- 3 sortira en septembre. Ah oui, Ah, donc c'est bravo. un rythme. Oui, alors la particularité de ce contrat-là, c'est que on devait faire toute la série avant que le premier ne sorte. D'accord. Hein, donc en fait, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, on a fait les 300 pages dans la foulée. Et puis maintenant, sortent les livres. C'est l'éditeur qui a choisi le rythme comme ça. Ouais, c'était prévu comme ça, ouais. Ouais. D'accord. Bah, c'est une bonne idée parce qu'on a envie de savoir la suite. Donc on Oui, est content oui, on est content de Voilà, savoir que oui, ce sera effectivement, là. on n'a là. pas à attendre trop longtemps, c'est Bah très non, bien bah là pour on le est déjà lecteur. début mai, donc on va y arriver. Alors que là on est dans un one shot, évidemment. Alors il y a quelque chose dont il faut parler quand même quand on parle de Lino Ventura, c'est personnage, c'est le Oui. le C'est handicap de l'association, bien sa sûr. fille. Mm. Hein Oui. Oui, bah, c'est, je pense, un des temps forts de l'album. Oui. Et pour moi, ça a été aussi très émouvant, en fait, d'aller visionner ce document qu'on peut voir, qui est archivé sur Internet. C'est peut-être... on a dit c'était quelqu'un de taiseux. C'était quelqu'un qui ne courait pas les plateaux télé, etc. Bon, il a peut-être été faire quelques émissions de Michel Drucker, mais bon, voilà, il était très, très, très discret. Et pour la première fois, il s'expose. Et nous, on le traite aussi sous l'angle... Qu'est-ce que le jeu de Lino Ventura? C'est peut-être à ce moment-là où il est le meilleur. C'est-à-dire que dans cette sobriété extrême, ce minimalisme... Arnaud emploie énormément ce terme pour qualifier le jeu de... C'est-à-dire que vous présentez un homme qui est digne du début à la fin. Mhm. Oui, C'est vraiment moi, c'est le mot que je ressors, la dignité. oui, oui, oui. Et Qui fait toute la force du personnage, d'ailleurs. absolument. il était extrêmement embarrassé à l'idée, parce que qu'est-ce qu'il fait là? À ce moment-là, il demande de l'argent. Enfin, C'est ça, voilà, ouais. il demande... Et je pense que c'était très compliqué. Mais c'était indispensable parce que effectivement, il y avait cet enfant. Il a perçu à quel point le handicap dans nos sociétés est tout Bien simplement. sûr. Une dernière question, parce que graphiquement, combien de temps on met avant d'être content d'avoir dessiné Lino Ventura? Enfin, combien de temps on met avant d'avoir un personnage où on se dit ça y est, je le tiens? Ça ne doit pas être facile quand même au début de se dire je vais dessiner un personnage que tout le monde connaît. Ouais. Ouais, non, j'étais assez stressé par ça en fait. Hein. Je me disais bon, tout le monde va se foutre de ma gueule. Et il est tellement. Puis il n'y a pas que Lino Ventura dans l'album. En fait, il y a énormément de bien personnages sûr. très connus qu'il fallait oui. représenter. Gardin, Brel, Brassens, Depardieu, Jeanne Moreau. Jeanne Jeanne Moreau, j'avais très peur parce que je voulais pas la louper quoi. Je me disais bon, il faut que. Et en fait, Lino Ventura était pas le plus. En fait, il a vraiment une tronche qui est assez graphique déjà. C'est ça qui est amusant, c'est que c'est déjà un personnage de bande dessinée. Il a une silhouette, il a un truc qui est très fort. Donc c'était pas le plus compliqué. Maintenant, il fallait trouver le bon registre quel registre de réalisme, quoi, jusqu'où on va. Bien sûr, ouais. Et c'était là, il a fallu un petit peu de temps. Je pourrais pas vous dire combien de temps, mais ça n'a pas été immédiat. Laurent, quelques livres dont on peut Quelques-uns, parler, déjà allez. là, parce que là, bon, on est quand même dans des choses très très sérieuses. Alors tiens, paf, le retour à la Terre, Ah on ouais, l'attendait, ça, on l'attendait superbe. depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'on rigole hein. Alors notre ami Jean-Yves Ferry s'est extrait un peu de la série, que ça a réussi à recomposer des gags pour Manuel Arsenet, qui lui en plus avait terminé aussi le rapport de Brodeck, son dernier ouvrage. Et alors qu'est-ce qu'on se marre Ah, c'est Et alors, sublime. franchement, c'est d'une fraîcheur. On n'a pas l'impression. Alors il se passe plein de trucs. On va même pas Donc ça, vous c'est le tome 6, vous les les raconter pas. Mais Métamorphoses. si vous voulez une BD où vos voisins vous entendent rire, C'est celle-là, c'est le celle-là. retour à la Terre, le tome 6, Absolument. chez Dargaud. Ouais. Alors, on avait parlé tout à l'heure de nos amis de Canal BD, Oui. qui avaient sacré Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher comme grand prix des libraires il y a 2 ans. Et ben, le revoilà avec Le Patient. Le Patient. Un thriller psychologique dont je vais quasiment rien dévoiler parce qu'il faut le Il faut lire. le lire. Il faut le lire, vraiment. Donc ça, mais, c'est chez mais Glénat. disons que c'est de haute facture et c'est aussi bon que le précédent, qui avait vraiment été une excellente surprise de l'année 2017. Hein. Oui. Alors la petite bibliothèque de BDTech des Savoirs oui, très qui se bonne. poursuit. Alors avec l'Homo sapiens, voilà, ça c'est au Lombard, à découvrir. Et puis tiens, allez pour l'enfer, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas présenté, dis donc. Allez. Ça c'est une réédition, Varennes, Haute Police. Ça Ouais. c'est chez Tapage Nocturne. Des histoires courtes qui ont été Des petites recueillies, histoires courtes qui ont un été peu reprises. coquines, enfin comme il sait bien Voilà, le faire. comme quoi. Varennes sait Voilà. faire. Allez.
Bon, ben c'était un grand plaisir. C'est pas mal. Tiens, Boris, puis comme de- Pâques vient juste ah, de passer, encore. Allez, je tiens. Il y termine. en a d'autres. Ah, il n'a pas fini. Le Titeuf de Pâques. Ah oui, le Titeuf de Pâques. Parce Allez, qu'il oui. nous en avait parlé, Zep, et je vous invite à Petite redécouvrir poésie des saisons. l'émission qu'on avait fait au mois de janvier. Il nous en avait parlé, ben voilà. Donc ça, L'album chez est sorti. Glénat, Absolument. le ZEP. Boris, merci beaucoup d'être venu nous parler des bourreaux. Merci, Et de la ça famille fut un Sanson. plaisir. Merci. Stéphane, c'était un plaisir de découvrir l'Innoventura sous toutes les facettes. Absolument. oui. Merci à vous. Merci pour à votre vous invitation. et à la manière dont vous avez présenté vos projets, c'est formidable. Laurent, on se retrouve la semaine prochaine. Bah, évidemment, puis on le va- jeudi à on va 20h rester là. sur On Watch. se fait une petite soirée, puis Et on on revient. reste Ah, à la ouais, librairie bien sûr. Bulle parce qu'on est vraiment très bien. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube, à nous retrouver sur BD Zoom, sur Canal BD Et sur le site. sur le site trait-pour-trait-bd.fr. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir, au revoir. Ciao.